Salut à tous et bienvenue dans la suite de cette formation. Dans la partie précédente, on a mis en place cette section que j'ai appelée la carte qui nous indiquait certains éléments du site. Et quand on a fini de mettre cette section en place, j'avais énuméré un certain nombre d'éléments qu'il fallait modifier pour optimiser notre code. Déjà, je vous ai parlé du fait que pour ceux qui sont observateurs auraient pu remarquer que les textes qui sont ici sont légèrement différents des textes qui sont ici. Pour ceux qui remarquent, ils vont se rendre compte qu'il y a une petite lueur qui apparaît et je vais vous montrer comment on met cette lueur. Je ne trouve pas forcément que cette lueur rend le site plus beau. Déjà, je le préfère comme ceci, mais c'est juste pour vous montrer qu'il existe ce genre de propriété et j'ai également mis cette propriété au niveau de ces titres-ci. Vous allez remarquer que ces titres-ci sont plus clairs. On avait ces éléments et on avait au niveau des boutons, quand on a fini de les styliser, vous avez vu qu'ils étaient très grands et pour ces boutons, j'ai dû changer certains éléments. Donc, on va optimiser le code de façon à ne plus trop réécrire parce qu'on aura d'autres boutons. S'il faut qu'on change le code de chaque bouton à chaque fois, on va se retrouver en train d'écrire plusieurs choses identiques, mais de modifier une ou deux choses. Or, ce n'est pas ça notre objectif. En tant que des personnes qui veulent devenir des professionnels et qui veulent adopter des bonnes pratiques, on doit travailler en optimisant notre code à chaque fois. De telle sorte que quand on a un élément qui est semblable à un autre, qu'on prenne cet élément de base et qu'on le modifie juste légèrement, qu'on n'ait pas réécrit toute la logique qu'on écrit d'habitude. Donc, on va revenir dans notre éditeur de texte et on va commencer à purifier notre code. On va d'abord ouvrir notre page HTML et ici, on a toutes les sections qu'on a conçues jusqu'à présent. Je replie juste, mais vous allez remarquer qu'il y a les 4 sections quand je les sélectionne. On va commencer à faire notre travail d'amélioration. On va prendre le footer et au niveau du footer, qu'est-ce que je veux qu'on remarque? Quand je suis venu ici dans le footer, j'ai dit ici au footer qu'il a un padding top de 70 pixels. Quand je suis venu au niveau de la carte ici, j'ai dit également que cette même carte avait un padding top de 70 pixels. Le problème, c'est que ici, je mets un padding top de 70 pixels et ici également, je mets un padding top de 70 pixels. Donc, pour optimiser le code, qu'est-ce qu'on fait généralement? On vient dans le fichier predefined ici et au niveau de predefined, on va s'ajouter quelques commentaires et on va dire ici là predefined padding. Donc, on crée les marges de remplissage. Et dans ces marges de remplissage, on va créer une première classe qu'on va appeler PY et on va dire 70. Comme pour dire padding suivant l'axe des Y, donc ça veut dire un padding vertical de 70 pixels. Et ce padding vertical de 70 pixels, on va simplement dire qu'on lui donne un padding top à 70 pixels et un padding bottom à 70 pixels également. Ayant écrit ça, vous allez démarrer votre préprocesseur. Vous allez lancer le préprocesseur, il va compiler le code et il va l'ajouter étant donné que le fichier predefined est déjà ajouté ici là dans screen. Et quand on va revenir ici au niveau de notre index, au niveau de la section card dans la classe, on va ajouter ce fameux PY de 70. On va ajouter ce fameux PY de 70 pixels. On va également venir dans le footer et on va mettre ce même PY de 70. On va sauvegarder. Et à cet instant, on peut venir ici dans le footer, enlever ce padding top qu'on a mis à 70 pixels, venir dans notre cadre, enlever le padding top et le padding bottom qu'on avait mis à 70 pixels. Et si on revient actualiser notre page, vous allez vous rendre compte qu'il n'y aura pas grand-chose de différent. Je vais actualiser et vous voyez qu'il n'y a rien qui a changé. Ça n'a simplement pas changé parce que les paddings que j'ai enlevés ici, je les ai remis de ce côté en mettant ce PY. Autre chose, quand on travaille le footer, on a ciblé ici directement l'élément footer en lui-même. Et quand nous sommes venus travailler le cadre ici, quand on a mis notre footer ici, on s'est rendu compte que ce footer entrait en conflit au niveau du padding et du background color parce qu'on lui avait précisé un padding et un background color. On était obligé au niveau de notre cadre de modifier ces valeurs rendues. Or, ces valeurs, on n'aurait même pas dû les écrire. Pourquoi? Parce que quand on a créé l'élément footer ici, on lui a donné une classe footer et on lui a donné un identifiant footer. Donc, normalement, le cible avec son élément natif fait en sorte que pour tous les autres footers qu'il y aura sur la page, par défaut, ils vont d'abord prendre cette couleur de fond. Or, nous, on ne voulait pas ça. Donc, pour remédier à ce problème, le footer qui est ici, on peut le cibler soit par sa classe, qui est le point, soit par l'identifiant. Donc, moi, il va conserver l'identifiant ici, mais vous pouvez tout de même prendre la classe, il n'y aura pas de problème. Et dès cet instant, on va lui laisser sa couleur de fond. Mais quand on va venir dans le cadre ici, vu qu'on a précisé que ici, on cible l'identifiant footer, ça ne sera plus l'élément footer en lui-même. Donc, on peut supprimer ces deux lignes. On va supprimer, on va aller voir et vous allez vous rendre compte que rien n'a changé. Notre code fonctionne toujours normalement. Après avoir géré cette partie, on va venir au niveau du header.
est-ce qu'il y a des choses à modifier? On va le faire tous ensemble, on vérifie. On se rend compte qu'ici, on a une couleur qui est en dur. Mais si on vient regarder notre fichier des variables ici, au niveau des variables, on va se rendre compte qu'on a cette variable qui avait déjà été définie par ici. Or, on a dit qu'on ne voulait pas mettre les noms des couleurs en dur, on préfère utiliser les variables, de façon à ce que si demain ou après-demain, on veut vérifier qu'on veut modifier, qu'on vienne dans ce fichier, qu'on fasse les modifications qu'il faut, et ça se répercutera dans tous les autres fichiers. Donc, on va revenir ici, on va dire que c'est le $break white. Ensuite, on part dans le fichier de navigation, et dans les navigations, qu'est-ce qu'on veut changer? On regarde à ce niveau, on n'a rien d'impressionnant. Par contre, quand on vient au niveau du hover ici, on a le hover qui matérialise le survol. Lorsqu'on survole ces liens, la couleur change. Et à côté du hover, vous allez voir que j'ai mis 2 points actifs. C'est également une pseudo-classe et le navigateur reconnaît ça. Lorsqu'on clique sur le lien, il sait que ce lien est activé. Mais on a pu utiliser ce système, on a pu utiliser le système active en mettant notre propre classe. Pourquoi on utilise généralement notre propre classe? Parce qu'on peut vouloir changer les choses dynamiquement en fonction d'un certain état. Et ça se fait soit en JavaScript, soit en PHP. Pour compléter ce code, on ajoute également le hover de façon dynamique. Donc, on va dire ici hey, hover. Donc, à ce niveau, on va s'arrêter là. On va continuer en regardant le submenu. Quand on regarde le submenu, est-ce qu'on a des choses à modifier? On va parcourir le code, on va parcourir. Ici, tout a l'air normal jusqu'à ce qu'on arrive au niveau des et ici là. Les et en fait, c'est comme les premiers hover qu'on avait ici. Il y a le hover, il y a le active. Mais ici, on a mis que le hover. Or, on aimerait bien avoir aussi un lien actif à ce niveau. Si on revient au niveau de cette page, vous allez vous rendre compte que quand on va se rendre sur la page blog ici, quand je resurvole ça de nouveau, vous voyez que blog est actif. Donc, on va venir d'abord dans notre code HTML et on va corriger cette partie dans le header. On va venir, on va simplement choisir en disant que c'est le bloc ici qui sera actif par défaut. Et au passage, je me rends compte qu'on avait oublié certains éléments. Donc, on va ajouter la classe active ici. Et je me rends compte qu'on avait oublié de changer ça. Ici, c'est blog, single blog. On met active à celui-ci. Et si on vient actualiser notre page, on se rend compte que lui, il a disparu, il est devenu orange. Il est devenu orange parce qu'il a pris le comportement par défaut de son parent qui se trouve à ce niveau-ci. On a dit que son parent, lorsqu'il était actif, sa couleur devait être orange. Mais ici, ce qu'on a fait, c'est qu'on a changé le hover et on a dit en fait que ça prenait une couleur secondaire. On va donc lui préciser que lorsqu'il est aussi actif, et on va également remettre ça avec le active et le hover. Donc, on va faire ça. Et si on revient voir l'effet que ça aura, on va actualiser. Et vous voyez que désormais, lui, il est actif avec sa couleur à part. Donc, il ne faut pas oublier de mettre généralement, quand on met ce et hover et ce et active, il marche également avec le et active qui a la classe et le et hover qui représente également une classe. À ce niveau, je crois qu'on a fini avec la navigation. On va continuer à regarder notre code progressivement. On a fini avec le header, on a fini avec le footer. Quand on regarde le code du banner, on se rend compte qu'ici on a un bouton. Et au niveau du cadre, quand on ouvre, on se rend compte également qu'on a un bouton. Donc si on regarde entre ce bouton qui se trouve dans la bannière et ce bouton qui se trouve dans le cadre, on va se rendre compte que c'est le même code. On a juste les paddings qui ont changé, mais tout le reste est identique. Au passage, ici on a une couleur en dur et on va mettre $white. Donc on va se rendre compte que la seule chose qui change ici, c'est ce petit bout de code. Pour remédier à ça, on va créer un nouveau dossier dans le composite qu'on va appeler buttons. Et dans ce dossier, on va créer un fichier qu'on va appeler buttons.css. Dans ce fichier, on va couper les deux codes qu'on a qui concernent les boutons. Ici, on a ce code, vous voyez, il y a le hover. Et ici, on a ce code, le hover est quasiment identique au hover qui est ici. Donc, on va couper tout le code qui contient le bouton par ici. On va le coller dans le fichier bouton qu'on vient de créer. On va également venir au niveau du banner. Et dans le banner, on va replier tout le code du bouton. On va également le couper. On va venir dans button. On va descendre et on va le coller. On va déplier les deux codes pour les observer.
Et comme je le disais, on se rend compte qu'en observant toutes ces lignes, on a le padding et le font size qui auront changé des deux côtés. Comment est-ce qu'on fait pour optimiser ce genre de code? Ce qu'on fait dans un premier temps, c'est qu'on crée un bouton classique. On donne tous les éléments qu'il faut et puis on va créer un autre bouton en fonction de la taille de ce qu'on veut. On va dire par exemple qu'un bouton classique, c'est le bouton-ci. On va venir enlever les transitions ici et on va dire qu'on met toutes les transitions à 0,3. Donc on va mettre un all. Ensuite, on va venir se créer une autre classe qu'on va appeler BTN et on va dire que c'est BTN mini, comme pour dire un bouton un peu plus petit. Et dans ce bouton qui sera un peu plus petit, on va préciser que lui, il aura une taille de texte qui sera de 1 rem, une taille de texte de 1 rem et un padding qui sera également plus faible que celui du précédent. Ici, les boutons qui sont transparents au survol, on va les appeler les boutons de type outline. Et on va dire que si on veut un bouton outline, on va l'appeler btn-outline. Et on va dire que quand on veut un bouton outline, on aimerait qu'il se comporte exactement comme ce qu'on a mis ici à l'intérieur. On coupe tout ce code, on le met là en dessous. Mais le outline, on veut que ce soit ainsi lorsqu'on le survole. Donc, on va dire que lorsqu'on a le hover sur le bouton btn outline. Donc, en grosso modo, ça va marcher comment? Lorsque je crée mon bouton, je lui donne la classe BTN. Mais si je veux qu'il soit petit, j'ajoute à la classe BTN la classe BTN mini. Pour optimiser ça, on va enlever ceci. On a dit que le bouton idéal, c'est celui-ci, donc on va le conserver. On va supprimer le bouton qui se trouve juste en dessus. Et on va dire quand on crée un élément auquel on donne la classe button, il se comporte comme ceci par défaut. Quand on a l'élément qui a la classe BTN, si cet élément est associé à la classe BTN mini, si cet élément BTN est associé à la classe qui est BTN mini, on réécrase le font size, on met un rem et on réécrase les paddings, on met ces valeurs-ci. De la même façon, on va dire que si on a l'élément BTN qui est associé à BTN big, comme pour dire que c'est un gros bouton, on va réécraser le padding cette fois-ci et on va mettre un padding qui sera à 0,75 rem et 1,5 rem. Donc là, on aura un bouton qui sera plus grand. Le dernier truc qu'on va vouloir dire, c'est que si on a ce même bouton, mais qu'il est plutôt associé à la classe BTN outline, comme ceci, lorsqu'on va le survoler, on veut qu'il se comporte ainsi. Donc voilà les trois éléments qu'on va faire pour les boutons. Du coup, quand on va revenir dans notre page HTML qui se trouve ici, on va actualiser et vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé, notamment les boutons qui ne sont plus affichés comme ils devraient s'afficher. Donc, on va revenir dans notre screen.css et on va charger les boutons. Donc, après les variables et les fichiers prédéfinis, on va charger les boutons. On va dire qu'on importe. On va dire qu'on importe dans le dossier composite. On veut prendre button et dans button, on va charger le button qui s'y trouve. Le code va être compilé, vérifiant qu'il n'y a pas d'erreur. Vous voyez là, le code est compilé. Une fois que le code est compilé, on revient vérifier, on actualise. Et les boutons se replacent comme ils étaient. Vous allez remarquer que les boutons qu'on a ici au niveau de cette section ont quasiment la même taille que les boutons qu'on a ici, que le bouton qu'on a ici. Et ce qui est normal parce que si on vient regarder notre code HTML, vous allez voir qu'au niveau de cette section, on a donné la classe BTN. Et si on remonte également au niveau du banner, on a donné la classe BTN. Donc pour charger ça, on va d'abord lui donner ici une classe BTN. On va ajouter la classe BTN mini. Est-ce que ça change quelque chose? On actualise. Vous voyez que ce premier bouton est devenu plus petit. Donc on va aller également sur les autres sections. Et là, on va ajouter BTN mini également. Et tous les boutons redeviennent petits. Donc ils prennent une taille normale. Lui, par contre, il garde sa taille du BTN, mais quand on regarde le bouton qui se trouve ici à l'accueil, ce BTN est plus gros. Il est plus grand que celui-ci. Donc, on va remédier à ce problème et en réalité, la classe que lui porte, c'est un BTN associé à un BTN big. C'est pour cela qu'il est plus grand. On va revenir actualiser de ce côté et vous verrez que le bouton a pris une taille plus grande. Maintenant, ces boutons, lorsqu'on les survole, ils deviennent transparents. Actuellement, quand je les survole, ils ne sont plus transparents. On va revenir et on va ajouter
à tous ces boutons un BTN Outline. On sélectionne les trois, on leur ajoute un BTN Outline. On vient regarder ce que ça donne, on actualise et maintenant, si on survole, vous voyez que les boutons recommencent à se comporter comme ils se comportaient par défaut. Donc en fait, c'est comme ça qu'on optimise le code. Ça va faire en sorte que prochainement, quand on sera en train de créer les boutons, on n'aura plus besoin de dire qu'on donne la classe BTN, qu'on aille dans le fichier CSS et on commence encore à styliser le BTN en lui-même. Donc on crée un bouton, on lui donne la classe BTN. Si on veut que ce bouton soit grand, on lui donne la classe BTN Big, il devient plus grand. Si on veut que ce bouton soit plus petit, on lui donne la classe BTN Mini, il devient plus petit. Et si on veut qu'il soit normal, on lui donne simplement la classe BTN. C'est vrai que vous allez dire au niveau du HTML, on ajoute beaucoup de lignes, mais il est préférable d'ajouter ces lignes parce que ça fait une seule classe. Donc, le navigateur connaît à cette classe, il va toujours la charger à chaque fois. Par contre, si vous écrivez des lignes de code, à chaque fois que vous créez un nouveau bouton, le navigateur va devoir interpréter à chaque fois de nouvelles lignes de code pour faire quelque chose qui a déjà été fait à l'avance. Donc, c'est comme ça qu'on optimise généralement ce genre de truc. Le dernier truc qu'on va voir ici avant de se séparer concerne principalement les lueurs que vous voyez au niveau de ces textes. Je n'ai pas l'impression que ça rend le site forcément plus beau, mais je les ai mis parce que je voulais que vous sachiez qu'il y a ces propriétés. Donc on va revenir ici dans notre fichier HTML et on va se rendre au niveau du banner. On va retirer la section du card ici. On va se rendre dans notre fichier banner.css et au niveau du banner wrapper, on va déjà enlever cette police de texte qui ne devrait plus figurer là parce qu'on avait précisé que le body utilise le Ubuntu par défaut. Et au niveau de ce btitle, on avait mis le Chiazo rendu. On va plutôt mettre la variable qui est $Chiazo comme ceci. Ensuite, au niveau du banner wrapper, on va ajouter une dernière propriété qui est le text shadow. Et le text shadow, c'est ce qui permet de donner les ombres. Donc, on va mettre un pixel, 5 pixels, et on va donner un système de couleur en RGBA. À cette couleur, on va simplement donner la couleur principale qui est $main_color, et on va demander que cette couleur soit éclaircie de 76%. On va aller voir ce que ça donne. Est-ce que le terminal a bien compilé? Oui, il a compilé. Allons voir ce que ça donne dans notre page. Et si j'actualise, vous voyez que désormais, les textes prennent l'allure à l'image des textes qu'on a ici. Mais je vous l'ai dit, je ne trouve pas ça forcément beau parce que moi, je trouve que c'est plus lisible quand il n'y a pas ces lueurs. Quand on descend ici, il y a également ces lueurs, mais je ne vais pas vous les montrer. Je ne vais pas vous montrer comment j'ai calculé les valeurs qui sont ici. Donc, je vais revenir dans notre fichier et je vais supprimer ce que je viens d'ajouter ici. Je vais enregistrer, je reviens sur ma page et je désactive ça. Je préfère que ce soit comme ça. Donc les gars, on va s'arrêter ici pour cette partie et dans la prochaine partie, je propose qu'on mette en place cette zone qui montre le personnel qui est à votre disposition. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.